Yoshua Bengio, je vous remercie chaleureusement d'avoir accepté notre invitation. J'aurais envie de vous poser une question toute simple d'entrée de jeu. Quel est votre état d'esprit? Vous savez, au beau milieu de ce maelstrom, avec les progrès fulgurants de l'intelligence artificielle, avec l'arrivée de ChatGPT, avec la publication de votre lettre également, demandant un moratoire de 6 mois. Alors aujourd'hui, quel est votre état d'esprit? Je pense que c'est important de prendre du recul sur ce qui se passe. Évitons la précipitation. On est dans une société qui a tendance à se jeter en avant et là, on joue avec des choses compliquées qu'on ne maîtrise pas complètement. C'est important que le plus de gens possible comprennent de quoi il s'agit, puis qu'on prenne les bonnes décisions collectives avec le temps de la réflexion et de toutes les parties prenantes. Ben justement, puisque vous dites que, et c'est vrai, qu'il est temps que les citoyens, les citoyennes ordinaires, dont je suis, puissent comprendre davantage les enjeux de l'intelligence artificielle et de ses développements, puis surtout dans le domaine de l'éducation, ben, j'aurais envie aussi de vous poser comme première question toute simple. Là. Je suis néophyte dans le domaine, là, je suis un professeur de littérature. Alors, qu'est-ce que l'intelligence artificielle générative? Puis, que sont les agents conversationnels que certains appellent même des robots conversationnels comme ChatGPT, Bard, etc. On l'appelle générative, cette sorte d'intelligence artificielle, parce que elle, euh, elle peut générer du nouveau contenu de texte, images, paroles, musique. Souvent, ces systèmes sont entraînés à partir d'exemples de contenus qui proviennent des êtres humains ou, si c'est des photos, de la vidéo, de la réalité qui nous entoure. Donc, ils sont entraînés à imiter, mais pas comme des perroquets, plutôt en essayant de capter l'essence de ce qui est derrière ces phénomènes, qui fait que ils sont obligés d'en comprendre certains des éléments, et ça, c'est vraiment impressionnant. Et c'est différent des formes de, d'intelligence artificielle qui ont précédé, sur lesquelles on a travaillé dans les débuts de l'apprentissage profond, il y a 10, 15, 20 ans, où on utilisait surtout ces systèmes-là pour classifier, par exemple, euh, quel est le contenu d'une image. Est-ce que c'est une personne, un animal, une table, une chaise? Ou est-ce que c'est un texte qui est sur tel sujet ou tel sujet? Donc ça, c'est de la classification. On prend un intrant, mettons une image, un texte, et on va l'associer à une d'un petit nombre de catégories. Par contre, quand on utilise le système pour produire des séquences de mots avec d'une manière qui est aléatoire, c'est-à-dire que si on lui pose la même question 2 fois de suite, ce ne sera pas pareil. On est vraiment dans une autre, un autre type de modélisation qui nécessite une plus grande maîtrise du matériau sur lequel il a été entraîné. Et c'est là qu'on est. Ça peut faire peur, mais c'est aussi fascinant. Et il y a beaucoup d'applications qui vont émerger. Et vous savez qu'on emploie l'expression intelligence artificielle. Et plusieurs s'inquiètent de savoir, mais quelle est la différence avec l'intelligence humaine? Or, il y a une de vos collègues qui enseigne l'informatique à Paris-Sorbonne, qui est professeur en éthique également, chercheur au CNRS, qui s'appelle Laurence de Villers. Et donc, quand on lui a parlé de ChatGPT, entre autres, on lui a demandé, mais ça, est-ce que c'est de l'intelligence? Et je vous donne sa réponse. On fait de l'anthropomorphisme. ChatGPT, c'est une machine qui a appris beaucoup de textes, qui est capable de simuler le langage humain. Mais c'est une parole sans raisonnement, sans conscience, sans émotion, sans intention. Alors, où est l'intelligence dans tout ça? Je pense qu'elle se trompe. Euh, c'est clairement une forme d'intelligence,
Et de toute façon, l'intelligence, c'est pas seulement l'intelligence humaine. Euh, une souris est très intelligente et un oiseau peut être très, très intelligent dans des contextes différents. Évidemment, l'intelligence humaine est assez extraordinaire et elle a servi de modèle d'inspiration pour ces systèmes-là. Ils ne comprennent pas, ces systèmes-là, le monde de la même manière que nous, on le comprend. Euh, il y a encore des éléments, elle parle de raisonnement, c'est vrai. Ces systèmes-là raisonnent d'une manière primitive. Peut-être l'analogie que j'utilise le plus souvent pour expliquer la différence entre l'intelligence humaine et ces systèmes, là où on est rendu en intelligence artificielle, ces systèmes ont une forme d'intelligence qui s'apparente le plus à notre intuition, notre euh, capacité à réagir directement à une situation, à savoir ce qu'il faut faire, sans nécessairement pouvoir l'expliquer, sans prendre le temps d'y réfléchir. Donc, nous, on a cette couche de plus de, pas tout le monde ou pas tout le temps, de réflexion, de raisonnement, De prendre du recul, de comme vous prendre du dites. recul, d'imagination, de planification. Donc, ces éléments manquent un peu. Euh, Ils émergent dans une mesure primitive dans ces systèmes-là. Mais l'intelligence, c'est pas quelque chose de tout noir, tout blanc. Donc, j'ai parlé des animaux, puis ces systèmes-là, ils sont à un certain niveau de compétence dans certains types de tâches. Ça a progressé, ça avance depuis des années. Donc, on ne peut pas mettre une ligne précise. À la raison que il y a clairement pas de conscience dans ces systèmes-là. Il n'y a pas de notion de soi. Il n'y a pas d'émotion. Il peut y avoir des réactions de ces systèmes-là qui nous font croire, donc par anthropomorphisation, que la machine est consciente, que la machine a des émotions. Mais c'est simplement parce qu'elle a été entraînée à imiter des textes écrits par des êtres humains. Mais ça n'exclut pas que dans le futur, des gens décident de mettre ce genre de capacité aussi dans les machines. On n'y est pas. Et peut-être que c'est mieux comme ça. Yann Lequin, qui est un de vos collègues et qui a obtenu le prix Turing avec vous en 2018, disait que dans un horizon, peut-être 2045, on pourra avoir une machine, une intelligence artificielle comparable à l'intelligence humaine. Est-ce que pour vous, il est très optimiste, voire trop optimiste? Ou trop pessimiste. Ou trop pessimiste? Oui. Il a sûrement fait ces déclarations avant l'arrivée de ChatGPT. Beaucoup de gens révisent leurs horizons avec ces derniers développements. De toute façon, c'est mettre des dates sur des choses comme ça, c'est de la futurologie, là. D'accord. Mais là où il a raison, c'est qu'il n'y a pas, on n'a pas de raison scientifiquement de penser qu'on pourrait pas construire dans le futur des machines avec euh, toutes les habiletés cognitives de l'être humain. À moins qu'on décide de ne pas le faire ou qu'on décide de seulement reproduire certains de ces aspects de notre intelligence. C'est des choix qu'on devra faire, qu'on pourrait faire. Mais à moins de croire à la magie ou à une essence divine, on est nous-mêmes des machines très complexes qu'on comprend de mieux en mieux. Et il y a une synergie entre la recherche en intelligence artificielle et celle en informatique. Vous dites que ce sont des choix qu'on devra faire et on regarde dans le milieu de l'éducation actuellement, que ce soit en Europe, en Amérique ou ailleurs, il y a déjà des écoles, des universités qui ont choisi d'interdire l'utilisation de chat GPT. Alors, à titre d'exemple, et d'autres robots conversationnels ou d'agents conversationnels, est-ce que pour vous, c'est une bonne décision à prendre dans les circonstances? Est-ce qu'on devrait interdire pour l'instant ou bien si on doit autoriser? Bon, d'abord, il n'y a peut-être pas de réponse universelle à cette question. Ça dépend du contexte. Mais en général, si on donne le temps aux enseignants de s'adapter, là, puis ça, il faut le faire, euh, je crois qu'il serait mieux qu'on change nos méthodes d'évaluation pour éviter
les abus, la triche, le plagiat, enfin, c'est une sorte de plagiat nouvelle là, qui se présente comme opportunité. Et plutôt que d'interdire complètement un outil qui, par ailleurs, peut être utile pour euh, l'étudiant qui cherche des idées, qui cherche des connaissances. Aujourd'hui, il y a quand même un gros problème avec ces systèmes-là, c'est qu'ils ne sont pas fiables. Ils vont produire des énoncés avec confiance qui peuvent être complètement faux. Ils vont donner la réponse la plus plausible à la Celles qui question, celle ressemblent à qui ce qu'ils ressemble. ont vu, mais pas nécessairement en s'attachant aux faits qui pourraient être disponibles sur Internet. Mais c'est temporaire. D'ici quelques années, on espère bien avoir des systèmes qui vont être beaucoup plus collés à la réalité. Alors, je pense qu'il faut que nos systèmes d'éducation s'adaptent à la technologie, mais en restant centrés sur les besoins de l'humain, de qu'est-ce qui, qu'est-ce qu'on recherche en fait dans le développement mental de nos élèves. Et quel type de conseils vous donneriez, par exemple, aux pédagogues qui actuellement se posent la question? Vous savez qu'avec l'arrivée de ChatGPT, il y a vraiment eu une déferlante, là. Il y a eu panique dans le corps professoral chez plusieurs profs qui se disaient, ben, ça y est, ça va être le plagiat, c'est l'autoroute du plagiat qui vient de s'ouvrir et tout ça. Et donc, ben, écoutez, une question toute simple, peut-être, qui ne l'est pas du tout, c'est comment on enseigne ça, l'intégrité intellectuelle, l'intégrité morale? C'est une bonne question. Je pense qu'on devrait mettre beaucoup plus d'importance sur l'esprit critique et sur l'importance du rôle de l'éducation pour le développement intellectuel de la personne et non pas pour cocher des cases et avoir des bonnes notes. Peut-être qu'on a mis trop d'emphase sur certaines formes d'évaluation. Moi, je guide des jeunes chercheurs, puis ce que je recherche, ce que j'essaye de les aider à se développer, c'est leur capacité à réfléchir eux-mêmes aux problèmes, à raisonner, à imaginer des solutions aux problèmes. Et c'est un acte créatif. Alors, et c'est un acte actif. L'enseignement a été tel que je l'ai perçu moi d'abord comme élève, puis que ce que j'ai vu beaucoup à l'université, c'est du bourrage de crâne en grande partie. Et puis, d'une certaine manière, ces nouveaux outils d'intelligence artificielle nous empêchent de se limiter à ça. Et peut-être vont nous forcer la main là, à aller travailler plus sur le côté, faire sortir les idées de la tête de nos élèves, de nos étudiants. Peut-être que ça veut dire qu'il faudra moins d'élèves par classe pour avoir du temps pour interagir et évaluer ce genre de choses. Mais ça me semble important. Justement, Étienne Klein, dans Galilée les Indiens, Étienne Klein est physicien, il écrit à un moment, les jeunes dans presque tous les pays développés se destinent de moins en moins aux études scientifiques. La libido Chianti aurait-elle pris la tangente? Ou bien serait-ce que la science, au lieu d'être présentée comme une authentique aventure intellectuelle, avec son histoire, ses héros, ses problèmes, ses méthodes, est enseignée comme un simple savoir-faire, une suite plate de résolutions d'exercices, une friche morte, ou pâture des équations sans âme, le professeur que je suis s'inquiète. Vous semblez aller dans le même sens. Tout à fait, absolument. Ça sert absolument à rien d'apprendre par cœur. Peut-être qu'à une époque, ça avait son utilité, mais aujourd'hui, justement, on a l'Internet, on a des outils d'intelligence artificielle, on a des engins de recherche. C'est la compréhension qui émerge de l'acte de vraiment prendre le temps d'y penser, de s'imbiber de quelque chose et de se poser soi-même les questions, d'essayer d'y répondre, d'entreprendre un dialogue avec d'autres personnes sur ce sujet-là. Ça, c'est comme ça que se développent nos capacités à tous les niveaux.
Donc, je suis complètement d'accord avec lui. Je pense que la science présentée comme si c'était biblique tue ce qui est à la base chez les enfants de curiosité, de volonté de découverte, de mettre la Ils main à vont la tous pâte, poser des questions. de poser des Oui. questions, de douter. Mm. Le pourquoi, Oui. il part trop vite. Et je me demandais, du côté des directions, du leadership de nos institutions, auriez-vous un conseil à donner? Parce que c'est bien beau si des professeurs dans leur coin décident de, bon, il faut faire place à la créativité, il faut changer les façons d'enseigner, etc. Mais il faut quand même qu'ils soient soutenus plus haut. Alors, auriez-vous un conseil à donner à ces directeurs, directrices dans le milieu de l'éducation, que ce soit au niveau primaire, secondaire, collégial, universitaire? Je crois qu'il est important de laisser plus de liberté aux enseignants. Bien sûr, on a besoin d'un cadre, bien sûr, on veut s'assurer que tout le monde a une bonne base, mais un enseignant qui est motivé et ça donne des élèves motivés, ça va avec. Euh, Puis quand il y a des changements technologiques, sociaux comme ça, il faut s'adapter. Tout le monde dans la société, que ce soit dans l'enseignement ou dans d'autres choses. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie et ça prend du soutien. Donc oui, ça va prendre des ressources pour faire cette adaptation, puis qu'on laisse une marge de manœuvre à nos enseignants. Absolument. Et donc, quand on parle de ressources, évidemment, il y a les ressources financières pour harmoniser l'arrivée de l'intelligence artificielle et le milieu de l'éducation. On parle de ressources financières, mais vous parlez aussi d'un état d'esprit. Et c'est cet état d'esprit, dans le fond, qui est le plus fondamental, selon vous. Oui, parce qu'on ne sait pas, on n'a pas une recette qui nous dit voilà comment on doit faire face à ces nouvelles réalités. La meilleure recette, c'est l'exploration. C'est d'ailleurs comme ça que fonctionne la science aussi, la recherche. Et nos enseignants, beaucoup d'entre eux ont envie d'explorer, puis on doit leur laisser cette liberté-là, puis de recueillir l'information auprès d'eux, puis que ces gens se parlent aussi pour partager qu'est-ce qu'est-ce qui fonctionne pas, que collectivement, on s'améliore tous. Maintenant, une question. Vous avez beaucoup contribué. Vous l'avez écrit dans une lettre avec une collègue d'ailleurs, que vous soutenez le projet de loi C-27, donc qui sera en examen, qui est déjà en examen. Alors, tant à l'échelle nationale qu'internationale, selon vous, est-ce que vraiment on commence à mesurer l'importance d'encadrer, de réglementer les progrès en intelligence artificielle? On commence, et il faudrait accélérer. Malheureusement, ces processus législatifs prennent des années. En fait, la C-27, ça fait 1 an elle a été déposée. Exactement. Puis le projet de loi européen, ça fait 3 ans à peu près. Donc, on voit à quelle vitesse ça se passe. Puis la technologie, elle n'attend pas. Donc, Ouais. je crois que ce qui s'est passé autour de la lettre, les différentes lettres que j'ai Oui. signées, ça a aidé à pousser les gouvernements dans la direction d'agir. Il faut pas lâcher parce que c'est un effort de plusieurs années. Et quand on arrive au niveau de réglementation internationale, de traités, etc., d'accords internationaux, ben, c'est encore plus lent. Alors, c'est vraiment l'opinion publique qui a un rôle à jouer là, pour faire bouger les Et choses. la sentez-vous mobilisée? Ben, plus que jamais dans les dernières semaines, il y a eu un écho incroyable. Je ne m'attendais pas. J'ai déjà signé des lettres semblables dans le passé. Ça n'a jamais eu cet effet-là. Donc, je crois que c'est à cause des centaines de millions de personnes dans le monde qui ont joué avec ChatGPT puis qui se sont rendus compte
que, oh, tiens, l'intelligence artificielle, c'est pas juste un gadget, là. Il y a quelque chose qui se passe qui est en train de changer ma conception des choses, du monde, de l'intelligence, de l'humain. Il faut s'en occuper. Et je lisais, c'était la une du Devoir du 3 mai, quand Jackson chante les bébés. Donc, c'est un humoriste qui, grâce à la magie de l'intelligence artificielle, un humoriste de la relève, a réussi à transposer la voix de Michael Jackson sur le succès québécois Tu ne sauras jamais des bébés. Et semble-t-il que ça fonctionne quand même plutôt bien et qu'il l'avait essayé à l'automne et que vraiment, c'était pas concluant. Et là, à peine quelques mois plus tard, ça fonctionne bien. Ce que j'ai trouvé étrange, c'est que le titre de la chanson des bébés, c'est Tu ne seras jamais. Or, dans votre domaine, me semble-t-il, il y a la question de l'open source, de la transparence. Donc, non pas tu ne sauras jamais, mais tu dois savoir. Mais dans le contexte géopolitique actuel, avec l'invasion de l'Ukraine, avec cette menace que représente la Chine, est-ce que vous avez l'impression que cette question de l'open source est maintenant à revoir, alors que c'était une valeur, me semble-t-il, en tout cas, moi, comme je vous dis, je suis néophyte en la matière, mais me semble-t-il que c'était vraiment une valeur forte de la recherche en intelligence artificielle, qu'on puisse avoir accès aux données. Et là, tout à coup, il y a comme une sorte de frilosité compte tenu du contexte. Ben, le propre des valeurs, vous dirait un philosophe, c'est qu'elles ne sont pas toujours en accord les unes avec les autres. Il y a des contradictions, il y a des choix qu'on doit faire. Puis je me sens pas nécessairement la personne la plus compétente pour savoir où on doit tracer la ligne. Et certainement, c'est au cas par cas. Donc, a priori, oui, il faut partager nos idées, nos codes, nos données. Par exemple, dans le cas des données, ben, il y a des enjeux de vie privée. Donc, vous voyez, c'est pas toujours simple. Puis, dans le cas des conflits qu'il peut y avoir avec, en géopolitique, qu'est-ce qui nous interpelle là-dedans? Ça dépend du genre de système dont on parle. Il y a beaucoup de choses qui se font en intelligence artificielle qui sont vraiment pour le bien commun. Le développement d'outils qui vont nous aider au niveau médical, au niveau de l'environnement, de l'éducation. On veut absolument partager le maximum ce genre de choses. Là où il y a des enjeux qui soulèvent des questions d'utilisation militaire, par exemple, mais je pense que c'est important d'être prudent. Alors, c'est au cas par cas avec une réflexion appropriée. Par rapport au moratoire de 6 mois, vous avez demandé avec Elon Musk, d'ailleurs, plusieurs ont critiqué parce que disant qu'Elon Musk, c'est un coup de marketing qu'il faisait. Bon, Votre Elon avis Musk, là-dessus? d'abord, quand on signe une lettre ouverte, là, on ne sait pas nécessairement qui d'autre la signe, D'accord. puis on n'est pas solidaire de tout ce que les autres qui signent pensent, mais simplement de la lettre. Euh, Elon Musk, de toute façon, il est un peu fantasque, hein, donc je ne me fierai pas à lui pour conclure quoi que ce soit sur ces sujets-là. D'accord. Et je disais tantôt, vous avez obtenu le prix Turing 2018 avec Jeffrey Hinton et Yann LeCun. Et Yann LeCun, dans une position où il est critique par rapport à la lettre que vous avez signée avec d'autres, il dit, entre autres, il faut réglementer, mais sans verser dans un nouvel obscurantisme. Et là, il rappelle l'Église catholique qui avait interdit l'imprimerie, il rappelle l'Empire ottoman qui avait interdit, bon, etc., semble-t-il. Et donc, lui, de dire, on ne doit pas interdire, sinon on risque de plonger dans un nouvel obscurantisme. Et sa deuxième raison allant à l'encontre de votre prise de position, c'est que c'est complètement irréaliste d'arrêter actuellement la recherche, même pour 6 petits Mais mois. personne n'a parlé d'arrêter la recherche. C'est faux. Ce qui a été écrit, c'est d'arrêter le développement de ces très, très gros systèmes qui n'existent pas encore. D'accord. Cela étant dit, sur le fond, oui, moi je pense qu'il faut ralentir et que la raison de base, il faut ralentir certaines choses. Il faut ralentir ce qui pose des risques. Et
Là où je ne suis pas d'accord, c'est que oui, bien sûr, il y a des exemples historiques, mais l'histoire ne se répète pas exactement de la même manière. Pensons à d'autres exemples historiques. Le nucléaire, le clonage humain, Oui. euh, les armes chimiques. Quand il y a des risques importants pour la société, en même temps que des bénéfices potentiels d'une technologie, ce qui est naturel, ce qui est sage, c'est la prudence. Et bien sûr, quand on est prudent, on avance moins lentement, moins rapidement. Ça me semble juste le bon sens. Maintenant, il faut le faire avec sagesse, il faut le faire en ne jetant pas le bébé avec l'eau du bain, comme disent les Anglais. Et, euh, et surtout, comprendre qu'il n'y a pas de certitude, ni dans un sens, ni dans l'autre. Quand quelque chose est incertain, ben, qu'est-ce qu'on fait? On doit essayer de le comprendre, de réfléchir, de prendre le temps de faire les recherches qu'il faut, de mettre en place des balises pour se protéger, même si on n'est pas sûr, est-ce que c'est très dangereux. De l'autre côté, ben, si on n'est pas sûr, on met une barrière. C'est ça l'idée. Peut-être quelques petites dernières questions. Par rapport à l'éducation, puis surtout, moi, j'avoue que j'ai une très grande préoccupation par rapport à ce qui est rendu accessible dans les milieux favorisés et ce qui n'est pas accessible dans les milieux défavorisés. Je vous citerai ici un extrait, c'est de la neurobiologiste Catherine Vidal. Elle écrit à un moment: de nombreuses études ont montré que des enfants adoptés à la naissance et élevés dans un milieu favorisé obtiennent de meilleurs scores aux tests de QI que des enfants élevés dans un milieu défavorisé. Leurs performances sont d'autant meilleures que le milieu socio-économique des familles d'adoption est élevé, d'où l'importance des programmes éducatifs de rattrapage et de soutien scolaire pour aider les enfants en difficulté. Je présume que c'est aussi une préoccupation que vous avez par rapport au développement de ces nouveaux outils qui soient accessibles au plus grand nombre et Certainement, dès le plus jeune âge. oui. Et qu'on qu'on s'approprie cette connaissance autant comme futur utilisateur, potentiellement futur développeur, chercheur, ingénieur, et surtout comme futur citoyen. Parce que s'il y a des valeurs en contradiction, puis que les gens ne sont pas tous d'accord, on aura des choix à faire, des choix collectifs. C'est important que le plus de gens aient une compréhension suffisante pour éclairer leur... Et participe à la délibération, Exactement. en fin de compte. Vous inspirez confiance, Yoshua Bengio. Il se dégage de vous une grande force morale. J'ai envie de vous demander simplement, mais d'où ça vient? Votre éducation, votre... Est-ce qu'il y a eu un modèle, un exemple, quelqu'un qui vraiment a fait en sorte que sur le plan moral, il a vraiment entré en vous une préoccupation qui ne vous a jamais quitté? Peut-être mon père, qui avait des idées très, très avant-gardistes sur l'humain, sur la société. Quand je me rappelle que, enfant, il nous disait, euh, c'est pas les enfants qui doivent écouter les parents, c'est les parents qui doivent écouter les enfants. Vous avez été chanceux, vous. Peut-être. Et donc, ça fait partie des enseignements vraiment qui vous ont Ouais, profondément sûrement, marqué. sûrement. J'ai envie de vous demander également, outre des références en mathématiques, est-ce qu'il y a une lecture qui vous a profondément marqué? Un livre que vous aimeriez relire si vous en aviez le temps, ou même que vous relisez, parce que ça vous fait du bien. Je vous le disais, vous traversez, là, c'est un maelstrom. Alors, à un moment donné, on a besoin, me semble-t-il, en tout cas, de trouver refuge dans des valeurs sûres, employons l'expression.
Est-ce qu'il y a un auteur, une autrice, quelqu'un qui continue de vous inspirer et qui vous a inspiré? Sûrement. Là, ce qui me vient en ce moment à cause des questions qu'on se pose sur l'avenir de l'humanité, l'intelligence artificielle, c'est les livres de Yuval Harari Ah oui, que j'ai trouvé, bon, l'historien israélien. exactement, qui est parfois assez pessimiste, hein, on Oui. peut le dire, mais je trouve qu'il apporte un regard global sur l'histoire de l'humanité et son évolution en regardant vers le futur. Donc, on a besoin de ce genre de regard. On a besoin d'une réflexion à 10 000 pieds de hauteur à- avec à l'esprit ce côté humaniste là, qui est en accord avec mes valeurs aussi. On parle beaucoup de créativité, vous en avez parlé tantôt, puis vous dites au fond, un des avantages de l'intelligence artificielle, c'est qu'on va pouvoir développer davantage la créativité. Et c'est un autre... C'est à double pardon, tranchant. Euh, malheureusement. Vous savez, c'est l'expression d'Edgar Morin qui disait Homo sapiens, mais Homo demens. Il existe aussi l'être humain démentiel, malheureusement, il ne faut pas l'oublier. Et c'est un autre physicien, donc Carlo Rovelli, qui disait les idées neuves naissent d'une immersion profonde dans la connaissance présente. Tout à fait. C'est comme ça que ça se passe pour moi quand je fais de la recherche. Il faut s'immerger dans un, un ensemble de pensées on peut s'abreuver d'autres personnes, d'auteurs, de nos réflexions passées. Et c'est vraiment quand on se concentre sur quelque chose que émergent les morceaux du puzzle qui tout d'un coup fonctionnent, là. Moi, je trouve que c'est une des plus belles, plus beaux moments de la vie quand ça nous arrive, là. C'est ce Eureka. Euh, c'est un des plus beaux aspects de l'intelligence humaine qu'on aimerait bien pouvoir comprendre mieux et reproduire dans la machine, sous réserve qu'on en fasse une utilisation sage. Quelle est la qualité que vous recherchez le plus chez vos étudiants et vos étudiantes? Ben, c'est justement ça, cette capacité d'être à la fois rigoureux et créatif. Un artiste peut se permettre d'être créatif sans être rigoureux. Un, un ingénieur qui applique des recettes bien établies peut se permettre d'être rigoureux sans être très créatif. Mais dans mon créneau, il faut les deux. Quand on fait de la science, qu'on invente de la science, il faut naviguer entre les idées complètement nouvelles et la rigueur, la raison. Les choses se tiennent, sont cohérentes. Et il faut pouvoir mettre tout ça ensemble. Et quel est le défaut pour lequel vous avez le moins d'indulgence, que ce soit chez vos étudiants, vos étudiantes ou bien votre entourage, chercheurs, etc.? C'est ce qu'on reproche un peu à ChatGPT parfois, c'est-à-dire déblatérer avec assurance des faussetés. Vous savez ce que disait Laurence de Villers? Elle disait que ChatGPT était sûrement un mâle. Et là, évidemment, l'intervieweuse lui demande, mais pourquoi? Et sa réponse, parce que quand on lui pose une question, il répond aussitôt. C'est un peu ça. Alors, Youshan Ouais, Benjo, c'était un grand plaisir de vous recevoir en entretien cet après-midi et merci beaucoup de nous avoir consacré un peu de temps. Parce que je sais que vous êtes très occupé, vous avez un agenda bien rempli et bon succès pour l'avenir. merci. Merci pour les questions et votre temps aussi. Merci beaucoup.